C'est bon. Bonjour Jacques, comment es-tu venu à la poésie? En fait, 20 ans, tu vois, donc, et puis je comprenais pas très bien la poésie qui se publiait à l'époque, qui était ce qu'on appelle la poésie blanche, c'est-à-dire une poésie basée sur la nature. Je ne dis pas le coucher de soleil parce que ça serait un peu caricatural, mais des choses. Et je ne comprenais pas parce que à l'époque, c'était quand même le début de la société de consommation, selon le terme de Baudrillard, et donc déjà les grandes surfaces, la pub, etc. Et je me dis, mais il y a un décalage entre le monde dans lequel on vit et ce qui se fait en poésie à l'époque. Et donc j'ai fait une petite plaquette, Eros Pistanatos en 2000, on était en 72 je crois, et donc une écriture collage, c'est-à-dire un peu ce qui se passe, c'est une série de flashs, donc ce qui suppose évidemment une écriture différente sous forme de collage de exactement ce qui se passe quand on parcourt les rues à l'époque, dans les fameuses 30 glorieuses. Bon, voilà. Et donc ce petit recueil, je n'en attendais rien. Et puis je reçois une lettre des éditions Segers. Dieu monsieur, nous aimerions publier des extraits dans une anthologie que l'on prépare. Bernard Delvaille. Et donc je ne réponds pas parce qu'à l'époque je ne comprenais pas pourquoi on me demande, tu vois, une petite plaquette comme ça. Et deuxième lettre, troisième lettre, au bout de la troisième lettre je réponds, que je suis d'accord évidemment. Et ça a été l'anthologie Bernard Delvaille chez Segers, qui était une anthologie dont la couverture était un blue jean, donc ça représentait un jean, donc une anthologie basée un petit peu sur ce qui se passait de nouveau, de jeunes, donc avec des gens comme Claude Pellieu, etc. Claude Pellieu avec qui j'étais en correspondance, justement je me suis amusé à sortir ça. Voilà, donc ces échanges avec Claude Pellieu qui ont été publiés récemment par Joël Hubaut. Non, c'est la correspondance entre Joël Hubaut et moi à la même époque, mais c'est l'esprit de l'époque, si tu veux. Donc on s'échangeait les collages, des choses comme ça, bon, voilà. Et mais j'ai toute une correspondance avec Claude Pellieu, donc toutes les enveloppes sont collages, cartes postales, etc. Donc voilà. Et donc cette anthologie était un succès de librairie, ce qui est rare pour la poésie, exceptionnel même pour la poésie, mais vraiment, ça a été réédité 3 fois, en 2 volumes la deuxième fois, etc. Alors, ce qui s'est passé, mais tu es jeune, donc tu ne comprends pas, si tu réagis comme ça, et on m'a dit, monsieur, est-ce que vous voudriez publier dans telle revue? Donc, toute une série de revues m'ont demandé de publier. Et donc, j'ai évidemment envoyé des textes, et ce qui fait qu'à l'époque, j'ai été publié très jeune dans de nombreuses revues, aussi au Québec, Belgique, etc., donc tout le secteur francophone. Mais toujours ce même type d'écriture collage que j'ai développé, donc beaucoup de choses que je reprenais telles que, donc, mais à l'époque je ne savais pas du tout ce qu'était le collage au niveau artistique, c'est-à-dire je ne connaissais pas Schwitters, je ne connaissais pas tout ce qui s'est fait véritablement au niveau artistique à ce niveau-là, et je l'ai appris que plus tard évidemment, et donc voilà, et donc ça a fait un peu école, j'ai même fait un manifeste déjà, un nouveau réalisme, donc évidemment je m'inspirais un petit peu de Restani et de ce qui se passait avec les nouveaux réalistes, et c'était finalement dans le même esprit, et je disais pourquoi il n'y a pas la même chose en poésie avec le pop art américain et donc le nouveau réalisme en France, et donc c'est un peu dans cet esprit que j'ai développé tout cela. Alors comment je suis venu à l'ordinateur? C'est une chose qui est importante, c'est-à-dire que très souvent
Bon, évidemment, les premières choses qui ont été faites à l'ordinateur ont été faites par des ingénieurs, évidemment. Et les premières choses qui ont été faites à l'ordinateur, c'est des choses avec les haïkus, parce que c'est plus facile à programmer, puisqu'il y a très peu de mots, et donc les variations sont... Voilà. Mais j'ai toujours insisté, y compris dans le premier colloque qui a eu lieu, c'est-à-dire le colloque à littérature, organisé par Philippe Booth à Lille, qui était le premier colloque sur littérature ordinateur, auquel j'ai participé. J'ai insisté sur le fait que ce qui est intéressant pour moi, c'est quand ce sont des poètes qui se servent de l'outil ordinateur et non pas, évidemment, des démos faites par des ingénieurs, etc. etc. Et c'est pour ça que j'ai insisté beaucoup sur, par exemple, Brian Gysin, qui est un des premiers à utiliser l'ordinateur avec Ian Somerville, qui était un jeune mathématicien. Et donc, et ça, dès le texte il y a eu un catalogue à littérature, donc dès ce catalogue, j'ai insisté là-dessus. Alors tout ça, ça a été repris, tous ces textes ont été repris dans ce livre. Jacques Tanguy, PD Extended, PD c'est Pure Data, Extended 1, poésie numérique en Pure Data. Et donc tout ce texte-là notamment a été repris dans ce livre. Voilà. Et ce livre est un livre relativement récent puisqu'il est de 2017 et aux presses du réel. Et en fait, le livre au début, ça devait être ça, c'est-à-dire uniquement un livre de... Alors là, on part sur tous ces problèmes de l'ordinateur. Donc, mais je voulais insister sur le fait que ce qui m'intéresse toujours, c'est quand ce sont des poètes qui ont une pratique qui s'emparent de l'ordinateur et qui en font quelque chose. Donc c'est un petit peu mon cas, donc j'ai développé cette idée de collage en l'étendant évidemment tout simplement parce que c'était possible avec l'outil ordinateur portable. J'insiste toujours sur le fait que les choses ont vraiment démarré avec l'ordinateur portable, c'est-à-dire dans les années à partir de, disons, 83, 84, 85. Et évidemment, avant, l'outil ordinateur était quasiment inabordable, donc même s'il y a eu des choses qui ont été faites par Nanni Balestrini, donc par Emmett Williams, par Brian Gysin, etc. Voilà. Et donc j'ai développé images et son aussi, puisque... Alors là on en vient à la pratique du langage, c'est-à-dire automatiquement ça vous oblige à avoir une réflexion sur le langage. Alors j'ai lu évidemment l'interview avec Jean-Pierre Valve qui regrette de ne pas avoir fait un livre sur le langage, mais le véritable problème c'est par exemple la grammaire. On a fait dans les années 60, Chomsky et d'autres, des grammaires génératives extrêmement compliquées, des systèmes extrêmement compliqués, et on sait très bien qu'au niveau scientifique, ce qui est compliqué a toute chance d'être faux. Et c'est de l'alchimie, c'est pas de la chimie, en gros. Bon. Et c'est un peu ce qui se passe, c'est-à-dire que, en fait, ce qu'aurait dû faire Jean-Pierre Valve, c'est d'essayer de réécrire une grammaire. C'est-à-dire, l'intérêt de la génération de texte, c'est qu'on peut reproduire le phénomène donc du langage et de l'expression langagière, etc. Et donc, on aurait pu essayer de voir comment réellement fonctionne le langage avec la possibilité d'expérimenter, ce qui est évidemment la base même de la démarche scientifique, d'expérimenter comment fonctionne le langage dans la réalité, c'est-à-dire donc non pas avec proposition, subordonnée, principale, etc. Et ce que Jean-Pierre Valve m'avait dit d'ailleurs dans son interview, c'est-à-dire on part d'unité minimum de langage, c'est-à-dire de structure en dessous duquel ça ne peut pas fonctionner. Voilà. Mais c'est des structures autonomes, mais ça change complètement évidemment la grammaire, c'est-à-dire la vision que l'on peut avoir de la grammaire. Donc c'est ça qu'il aurait dû faire, il aurait dû faire une grammaire, puisque c'était sa formation, il était littéraire, il était enseignant, etc. Donc voilà. Et la chose est encore à faire. Bon, voilà. Alors pour
Bon, alors moi je suis tombé là-dedans à cause de la galerie, évidemment. J'ouvre la galerie en 1981, et donc je vois apparaître les premiers ordinateurs portables. Je dis bon, évidemment, moi j'ai tout de suite voulu avoir un ordinateur portable dans la galerie, et évidemment, tout de suite j'ai voulu, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Et donc l'idée c'est que dès le départ, je me suis dit, voilà, au lieu de publier sur papier, alors le papier, bon, il y a eu une émission sur Arte, donc c'est très intéressant parce que le papier permet une grande diffusion rapide, c'est pas cher, donc ça permet une diffusion du savoir, d'abord chez les Arabes dans le Xe siècle et ensuite dans l'Occident. Alors l'ordinateur portable, qu'est-ce qu'il apporte? Alors évidemment, c'est sur écran. Alors je me suis dit, bon très bien, au lieu de publier sur papier, on va publier sur écran. Alors effectivement, publier sur écran, ça veut dire que il y a une communication, le papier, il faut l'acheter, et ensuite il faut taper à la machine ou écrire dessus, donc c'est un processus qui est assez lent, long, et ensuite il faut le diffuser. C'est-à-dire, bon, avant la photocopie c'était compliqué, donc il y avait toutes sortes de systèmes de Ronéo, etc. L'ordinateur, l'écran, il suffit d'avoir le programme, le logiciel, ou donc la clé USB, etc. aujourd'hui, et donc ça peut se diffuser instantanément. Donc c'est le même problème que le papier, ou que le parchemin avant, ou le papyrus avant. Donc je dis, très bien, puisqu'on a ces appareils, on publie sur écran au lieu de publier sur papier. Et deuxième chose, l'ordinateur ne s'arrête jamais. Bon, donc c'est une machine, donc ça ne s'arrête jamais. Donc je me dis, bon, très bien, donc je vais faire des textes qui ne s'arrêtent jamais. Donc comment faire des textes qui ne s'arrêtent jamais? Tout simplement avec l'aléatoire. Et alors, bien sûr, c'est un aléatoire qui sera simple au début, c'est-à-dire qu'il y aura assez peu de composants, de matériel à porter, et au fur et à mesure, on complexifie. Bon, d'abord, les ordinateurs à l'époque avaient très peu de mémoire, donc évidemment, on ne pouvait pas mettre énormément de matériaux dans d'éléments de base pour la création textuelle, et donc petit à petit j'ai complexifié la chose, c'est-à-dire au départ c'était uniquement de la typographie. Alors là il y a un problème de date, bon, il y a eu quelques petites polémiques, bon, Philippe Booth, etc. Philippe Booth, ça a commencé, ça c'est le témoignage de Tibor Pape en 85, quand il a rencontré Tibor Pape. Donc Philippe Booth a fait la revue à lire, donc où je suis, c'est le numéro 8, et je suis, alors c'est ça qui est intéressant, avec Édouard Decac dans ce numéro, ce qui explique mon amitié avec Édouard Decac, parce qu'on s'est retrouvé dans un colloque à Sao Paulo, où il y avait aussi Stellark, etc., auquel j'ai participé. Et donc il y avait Édouard Decac, et tout de suite on s'est retrouvés parce que pour lui j'étais celui qui avait participé à ce numéro. Alors je le montre quand même. Voilà, c'est une revue littéraire, mais avec des disquettes informatiques. Donc voilà. Elle a commencé quand cette revue? 92, 94, 93, 92 je crois. Mais tout ça est... ce numéro, en tout cas, normalement il devrait y avoir la date, mais alors c'est pour cela que tout cela est là-dedans. Non, c'est dans un autre livre qui est Poésie expérimentale, que j'ai sorti au Presse du Réel, et qui est un livre sur un travail de recherche plus... Parce qu'en fait, j'ai commencé... Alors, ce qui est normal, pas forcément normal, mais j'ai fait un travail théorique en parallèle à un travail de création littéraire à l'ordinateur, et donc je me suis intéressé automatiquement aux poésies expérimentales, enfin ce n'est pas automatique, aux poésies expérimentales. J'ai rencontré Jean-François Bory très tôt, et donc très vite j'ai fait des publications. Le premier c'est Le geste à la parole, ensuite Une génération. Alors chaque fois j'ai élargi le champ,
C'est-à-dire que dans une génération, c'était international, mais il y avait un ou deux noms à l'international, dont John Giorno et dont Haroldo de Campos. Bon. Et ensuite, j'ai élargi. Et donc, Poésie expérimentale donc de 2007, Au Prince du réel, c'est un livre qui se voulait international et couvrant à peu près tout le champ, mais sans le couvrir définitivement. C'est-à-dire, j'ai fait un livre où 1953-2007, pour dire que, et date de parution 2007, c'est pour dire que, pour moi, c'était ouvert, c'est-à-dire que ce n'était pas une anthologie tombeau, mais c'était une anthologie ouverte sur le futur, et j'ai rajouté des choses en dernière minute, comme par exemple la Roma Poetry de Eduardo Cat, vraiment en dernière minute. Et pour moi, ce livre a toujours été, l'idée de ce livre, c'était que ça devait servir disons, de point de départ pour d'autres recherches, et absolument pas pour clore le sujet. Malheureusement, ce livre se trouve effectivement dans toutes les écoles des beaux-arts et universités, et donc tout le monde le connaît, mais c'est un livre qui, pour eux, c'est la Bible. Mais ce n'était pas du tout mon idée. Mon idée, c'était que ça devait déclencher d'autres recherches. Et alors finalement, c'est ce que j'ai fait, bizarrement, donc, avec la revue Celebrity Café. Et donc Celebrity Café, c'est un petit peu ça. Alors on voit là sur cette couverture, justement, ce qui est projeté actuellement à partir d'un Atari 520 ST, toujours en état de marche, et surtout avec une disquette programme. Voilà, donc là c'est une performance faite avec Sarah Cassanti au générateur, qui est un lieu près de Paris, à Gentilly, et qui est spécialisé dans la performance. Et donc là, ça c'est projeté sur du blanc, là c'était projeté sur du noir, et ça fonctionne mieux sur le noir. Et c'est un ancien cinéma, il y avait l'espace parfait pour que la projection soit à peu près d'une hauteur de 2 mètres. Et donc évidemment, Sarah Cassanti a fait une performance. C'était au cours d'une exposition qui lui était consacrée, et c'est elle qui m'a fait la demande. Elle appelait ça Atari Poème, donc j'ai gardé Atari Poème parce que j'ai trouvé ça bien. Voilà. Et je l'ai refait justement dans ton espace, dans ta rue, et ça a été une première, effectivement. Et ça a été, parce que bon, je ne me voyais pas en train de lire un texte devant un micro, etc., même si je l'ai fait très souvent. Et oui, alors pourquoi je l'ai fait très souvent? C'est à cause de ce livre. Donc ce livre paru aux éditions d'Évidence, c'est Pierre Fidement, et 96. Et enfin, toutes ces dates se trouvent évidemment dans le livre Poésie numérique en pure data. Puis il y a tous les textes théoriques, voilà. Et donc là, il y a un texte théorique, évidemment. Je vais toujours. Alors, c'est un peu ce que je dis, c'est-à-dire que, effectivement, automatiquement, si vous créez des choses, vous êtes obligé d'en faire la théorie. Et donc, voilà. Alors, bon, Jacques-Élie Chabert a fait des illustrations. Bon, Jacques-Élie Chabert, c'est Toi et moi pour toujours. Et donc, c'est plutôt du grapzine. Et Jacques-Élie Chabert, c'est donc tout ce milieu du grapzine. Et c'est aussi, alors c'est pour ça que ça m'a intéressé de travailler avec lui, de le fréquenter, etc. C'est aussi les Minitel. Il a fait des œuvres sur Minitel qui ont été présentées notamment aux Immatériaux à Louvain. Et donc voilà. Alors voilà ce que ça donne, c'est-à-dire en fait c'est des sorties imprimantes avec des sorties imprimantes à aiguille, et c'est très beau. Et s'il fallait le faire en poésie visuelle, ça serait très compliqué à faire et très long, alors que l'ordinateur sort cela en quantité, voilà, et à l'infini. Et effectivement, l'imprimante a fonctionné, c'est pour ça que j'ai quelques sorties imprimantes. Elle a fonctionné dans une expo sur Mallarmé, pour la mort de Mallarmé, au musée de Sens, ils ont fait une expo, et c'est moi qui ai fait le texte, parce que bon,
finalement j'ai fait une proposition, donc ça les a intéressés. Et donc de dire que quelque part, le coup de dé, c'est le basculement, et le projet du livre, évidemment, c'est le basculement. Bon, évidemment, il n'y avait pas les technologies à l'époque, mais c'était l'idée d'une création qui s'autogère dans le projet du livre, tel qu'on peut le voir à travers les notes, le livre de Jacques Scherer, etc. Et donc, je publie ça, et évidemment, la question qu'on se pose, c'est illisible. C'est illisible. Alors, que faire avec un tel livre? Alors, ce que j'ai fait, c'est, je me suis dit, puisque c'est illisible, je vais donc le lire, mais en public, devant un micro et devant un public. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai fait des performances, et j'aurais pu le faire devant chez toi. Et ça donne, c'est à partir des sorties imprimantes, qui sont des sorties imprimantes qui sont en continu, c'est-à-dire c'est pas des sorties imprimantes feuille par feuille, c'est des sorties à l'époque avec des trous à droite et à gauche, donc c'est des sorties imprimantes en continu. Et donc mon idée c'était de lire ça 24 heures par exemple, mais c'est impossible parce que physiquement, au niveau simplement de la salive, enfin des choses, déjà si tu lis ça pendant une heure, c'est déjà très compliqué. Voilà, physiquement je dis. Voilà. Donc, et c'est comme ça que je me suis mis donc à faire des performances en lisant cela. Mais j'ai fait ça, je me suis intéressé beaucoup plus tôt à ce type de, disons, à cause de mon état d'esprit de chercher des choses à partir de collages, etc. Il se trouve que Jean-Luc Moulin, artiste, donc, que je connaissais à travers Michel Journiac, etc. Jean-Luc Moulin a travaillé, avant d'être artiste, de faire sa carrière d'artiste, elle a travaillé pour Thomson Armement, il faut vivre. Alors c'est très drôle parce qu'il habitait dans l'immeuble de l'hôtel particulier de la Brinvilliers, à Saint-Paul. Donc tu as un immense escalier, tu montes, et évidemment il habitait sous les combles, dans une petite chambre de bonne sous les combles. Et c'est comme ça qu'il a commencé sa carrière. Il me posait des questions, il me disait est-ce que tu trouves que c'est intéressant? Donc il avait fait des choses, des monochromes à partir du Kodachrome, la petite boîte Kodachrome, donc le jaune Kodachrome, voilà, donc alors je lui disais oui, non, etc. Donc on avait des discussions, et c'est lui qui m'a donné des sorties imprimantes Framatome. Alors Framatome, c'est les centrales atomiques. C'est évidemment des choses qu'il est interdit de posséder et interdit. Alors donc, ce que j'ai fait, j'ai lu ces sorties imprimantes Framatome. Alors c'est un peu inquiétant parce que en fait, ces sorties imprimantes, bon, il y a des codes, bon ça, des choses un peu que tu ne comprends pas, mais tu as aussi des températures, et c'est la température de l'eau. Donc évidemment, il faut surveiller la température de l'eau. Si la température monte trop, tu as Fukushima ou voilà, Tchernobyl. Et donc c'est ça que je lisais. Et je l'ai lu dans un festival très tôt, je crois que c'est 82, mais il va y avoir un article dans la revue Inter justement sur l'oralité. Et donc j'ai fait tout un texte là-dessus, bon voilà, et j'ai retrouvé même la photo de moi en train de lire à l'époque. Alors c'était très drôle parce que c'était dans un château dans le Périgord, organisé par Alain Gilbertier, et que je connaissais bien, et c'était donc une aristocrate, et donc c'était dans la cour du château, et donc on me voit en train de lire effectivement ces sorties imprimantes. Donc, et ensuite j'ai évidemment intégré des extraits de ces sorties imprimantes dans mes textes. Parmi les textes qui ont servi pour générer des textes qui se développent à l'infini. Mais c'est un petit peu ça l'idée, c'est-à-dire qu'une machine ne s'arrête jamais, mais c'est vrai que le cerveau, l'activité cérébrale ne s'arrête jamais. C'est-à-dire que même quand tu dors, si tu fais des recherches, enfin, si tu fais si tu mets des... si tu enregistres l'activité cérébrale, elle ne s'arrête jamais. Donc c'était l'idée d'une littérature qui ne s'arrête jamais, qui soit donc finalement
au plus près du fonctionnement réel du cerveau et du corps. Et alors, évidemment, ce qui est intéressant aussi avec l'ordinateur, c'est que personne n'a fait la même chose. C'est-à-dire que, bon, si tu utilises l'imprimerie, donc la technique de Gutenberg, tu fais du texte typographique. Et tout le monde fait du texte typographique. Bon, voilà, chacun a sa personnalité, mais c'est pareil. Et c'est terriblement réducteur. Avec le recul, c'est terriblement réducteur. Alors qu'avec l'ordinateur, chacun a fait des démarches différentes. Et par exemple, Augusto de Campos, le Brésilien, lui a fait des typographies, on peut le voir là, des typographies qu'il invente à l'ordinateur. Et voilà. Par exemple, ça, voilà, des typographies inventées à l'ordinateur. Donc, en fait, il développe son travail de poésie concrète autrement, avec d'autres moyens, etc. Et ce qui est un petit peu logique pour lui. Et bon, Jean-Pierre Mal fait d'autres choses. Chacun a fait des choses différentes. Donc, voilà. Et moi, ma démarche, c'était ça. C'est-à-dire que, bon, d'essayer de... Alors au départ c'était vraiment l'idée on fait des choses un peu expérimentales, mais le vrai problème effectivement c'est comment ces choses peuvent, comment dirais-je, il faudrait faire une véritable anthologie ou de pouvoir conserver un peu comme on peut conserver un livre dans ses bibliothèques, mais ça c'est un autre problème, l'obsolescence des technologies. Mais l'obsolescence des technologies est un problème beaucoup plus vaste qui a été abordé par Brian Eno, qui dit mais si vous voulez retrouver par exemple le son d'une guitare à une certaine époque dans les années 60, ça devient de plus en plus compliqué, même ça c'est compliqué. Donc alors il y a effectivement normalement à la BNF un organisme qui est dans la salle de lecture, la BNF, un espace qui est réservé pour ce type de production, dans la mesure où il y a eu le dépôt légal. Ça c'est particulier à la BNF et à la France, donc il y a possibilité, donc par émulation, de retrouver alors, par exemple, ça, la disquette qui tourne là, elle est émulée à la BNF, donc préservée, donc le problème en fait, par exemple, pour cet appareil, le problème, c'est l'appareil, c'est-à-dire l'Atari 520 ST. Et évidemment, l'Atari 520 ST de départ est tombé en panne, le moniteur aussi, donc l'imprimante, quasiment, c'est plus possible. J'ai toujours l'imprimante, mais c'est pas possible de la faire fonctionner. Heureusement, elle a fonctionné pendant l'expo au musée de Sens, donc j'ai tout un paquet de sorties imprimantes. C'est ce que j'avais demandé. Bon, j'ai participé à l'expo évidemment, donc j'ai demandé de faire tourner l'imprimante pendant toute la durée de l'expo. Et alors de même, ça par exemple, ça a tourné à La Louvière tout récemment, donc même si ça a dû s'interrompre à cause du confinement, quand même ça a tourné, c'était en permanence, voilà. J'avais apporté une petite vidéoprojecteur, enfin disons un lecteur de DVD au cas où, mais non, ça a fonctionné, ça fonctionne toujours, et on le voit ici. Voilà, alors normalement ce que j'aime bien c'est que quand j'avais une performance, ce qui a été le cas à la Maison de la Poésie tout récemment, 2019, sur l'invitation de Fabrice Tumrel, c'est que ça projette sur moi. Et donc là, Maison de la Poésie, c'était très bien, parce que j'ai été invité par Fabrice Tumrel, livre critique, et, qui est universitaire, et avec Philippe Boinard, qui était ami avec Fabrice Tumrel, puisqu'ils sont tous les deux, ils étaient tous les deux à Arras, donc lui à la PAC, et Philippe Boinard pour faire ses activités à Arras, notamment on avait fait, il y a, ça, qui est un très joli petit catalogue, c'est une expo au CAC d'Hérouville-Saint-Clair en 2002, et
Et donc, c'était, je crois, la première expo sur les poésies nouvelles technologies, c'est-à-dire utilisant les technologies d'ordinateur, mais aussi il y avait toute une salle avec des holopoèmes. C'était la seule expo, je pense, avec des holopoèmes. Donc, il y avait des holopoèmes de Augusto de Campos, il y avait des holopoèmes d'Eduardo Cac, et de Richard Costellanets, etc., etc. Donc il y avait 3 salles en fait. Une première salle pour la poésie sonore. Alors le problème c'était comment faire fonctionner une salle sur la poésie sonore. En général c'est des écouteurs mis à disposition du public, mais c'est très frustrant parce que bon, soit tu fais la queue, etc. Alors j'avais résolu le problème en suspendant au plafond des paires d'écouteurs. Et donc on passait entre 2 écouteurs et on avait un poème sonore et on passait de... Alors il ne fallait pas qu'il y ait trop de sources, donc il y avait un problème de... Mais ça c'est un problème à gérer si tu veux. Et donc on passait devant un autre paire d'écouteurs et on avait un autre poème. Et ce qui évitait, donc ça rendait la chose dynamique. Et tous les écouteurs étaient suspendus au plafond. Donc on avait une forêt d'écouteurs à hauteur des oreilles, et on se promenait, on se baladait, voilà, au milieu de la poésie sonore, des écouteurs de poésie sonore. Ça c'était la première salle. Il y avait une deuxième salle composée d'holopoèmes. Et donc je crois que c'est la seule fois, donc ça a été la seule expo où on a réuni l'holopoésie, c'est-à-dire finalement de la poésie en 3 dimensions, puisque le principe de l'holographie, c'est un film et évidemment ça change quand on se déplace. Voilà, et donc évidemment les poètes ont joué là-dessus. Donc par exemple il y a Poema Bomba de Augusto de Campos, donc l'explosion de l'être, Poema Bomba, et bon, Eduardo Cac aussi, donc on se déplace et ça change le sens les lettres changent, etc. Donc, et surtout, c'est sur un support, contrairement à la typographie, contrairement à, je dirais, comment dirais-je, le fait qu'il n'y ait qu'une seule possibilité, la typographie. Donc au moins là, la typographie était dynamique, en mouvement, fluide, donc ça change complètement évidemment la vision. Donc deuxième salle avec suspendu, donc le principe c'était évidemment c'est encadré, tu as des lumières à 45 degrés halogènes, et donc tu avais toute une salle de l'holopoème. Et ensuite il y avait une troisième salle, et dans cette troisième salle, là j'avais mis un ordinateur et j'avais créé un DVD, ce qui n'était pas si simple à l'époque de créer un DVD. J'avais créé un DVD avec toutes les créations sur ordinateur. Et ça a projeté. Alors ce que j'aurais voulu, c'est que ça tourne à 360 degrés, mais c'est impossible. Bon, pour des problèmes évidemment techniques qu'on peut imaginer, donc ça se tournait à 160 degrés, c'est-à-dire voilà, donc mais c'était mobile, et ça m'intéressait de dynamiser un peu la chose et que ce soit mobile, c'est-à-dire que la projection soit mobile. Mais c'était la troisième salle qui est consacrée justement création sur ordinateur. Voilà. Donc 3 salles, poésie sonore, holopoème et création sur ordinateur. Voilà. Bon, le CAC des rues Saint-Clair, en fait, c'était le centre d'art contemporain de la ville de Caen, évidemment. Et a fermé, donc ça n'existe plus. Ça a été célèbre pour notamment son festival vidéo. Voilà. Et on a fait ce joli petit catalogue. Là, c'est évidemment un holopoème d'Eduardo Cac en couverture, Terminal Zone, poésie et nouvelles technologies. Voilà. Et donc le catalogue lui-même. Alors ça, c'est, alors par exemple, Alison Knowles, donc qui a. Alors ça, c'était l'époque héroïque où il fallait passer, là c'est James Stinney, donc il fallait passer par des programmés, etc. Et donc House of Dust, et donc elle a fait tout un poème, à l'époque c'était des poèmes génératifs, c'est-à-dire avec des variations, toutes les variations possibles. Et donc là, House of Dust, House of maison de poussière, maison de...
House of Stone, donc de pierre, House of Leaves, maison de feuilles, etc. etc. Et donc c'était sur ce fameux papier, enfin voilà, c'est très beau, donc et ça date de 68, oui, voilà, Siemens System 4004. On peut dater quand, effectivement, le tout début vraiment de la poésie numérique? C'est elle, par exemple? Le premier, c'est vraiment Nanni Balestrini, donc, mais c'est à la même époque, c'est... De la poésie visiva? Non, Nanni Balestrini, il avait... en fait, c'est... Bon, j'ai fait une interview qui va paraître avec Nanni Balestrini. Bon, il est mort, mais c'était juste avant sa mort. Il venait à Paris, on s'est vu, donc j'ai fait une interview avec lui. Et cette interview est parue dans Docs, le dernier Docs, mais que je n'ai pas encore entre les mains, mais donc il explique comment il a travaillé là-dessus. Mais c'est du texte, uniquement du texte. Voilà. Ce qui est normal, c'est-à-dire c'est de la typographie, mais générative, enfin voilà. Et texte, traite, marque, texte, voilà. Alors ça c'est mon propre travail, évidemment. Station d'essence, oui, mais c'est la plage de Copacabana. Alors c'est un peu ce que j'ai essayé de faire, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un autre problème qui se pose, c'est le problème de la mémoire. Évidemment, toute littérature, toute écriture fonctionne sur la mémoire. La recherche du temps perdu, bon, Proust, c'est évidemment l'acmé de cela. S'il n'y a pas plus littéraire, plus... Alors, ce qui est très intéressant chez Proust, c'est qu'il s'enferme dans une chambre de liège. Et donc, en fait, c'est l'autisme dans le côté le plus intégral possible. Et c'est un peu ce qu'on peut reprocher à ce type de littérature, mais qui est conditionné par la typographie. C'est-à-dire que quand vous lisez un texte typographique, vous vous isolez, et c'est une démarche autiste ou autistique quelque part. Et donc la chambre de liège dans laquelle s'est enfermé Proust pour la rédaction de La recherche du temps perdu illustre parfaitement cela. Et donc le problème de la mémoire, c'est qu'on parle de mémoire d'ordinateur, mais la mémoire humaine ne fonctionne pas comme la mémoire d'ordinateur. On parle, c'est le même mot, mais c'est pas la même chose. Et ce qui m'intéressait, c'est de confronter, parce qu'évidemment, très tôt, j'ai tout de suite acheté les premières caméras, les caméscopes de l'époque pour filmer, et donc de confronter finalement des images que j'avais filmées à ma propre mémoire, et qui est fondée sur l'oubli. Évidemment, la mémoire humaine est fondée sur l'oubli, et heureusement, comment pourrait-on, malgré les milliards de neurones, les milliards de connexions, et donc c'est un petit peu ça, c'est comme un journal intime, parce que je n'utilise pas pratiquement jamais les images sur Internet, comme beaucoup font. C'est ce que fait Chatonsky, par exemple, les images sur Internet, mais ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est des images que j'ai filmées, et en général, à l'époque, nous sommes malheureusement en période de confinement, mais à l'époque, on pouvait voyager dans le monde entier, et j'en ai profité un peu. Et donc c'est ces images-là que je mélange, des images filmées par exemple du hublot d'un avion, le lever du soleil, quand le jour se lève à travers le hublot d'un avion. Et donc je mélange ça évidemment avec du texte typographique. Je n'abandonne pas la typographie, je l'utilise toujours. Et évidemment aussi des sons que je mets en boucle, parce que, alors là on en revient au problème du langage, c'est-à-dire que les mots que nous utilisons, et ça c'est une remarque d'Henri Chopin, le poète sonore, c'est vrai qu'on a très peu de mots, 10 000 mots, moins si on n'est pas très cultivé, et un peu plus si on est plus cultivé, mais en tout cas on est dans un... et je ne suis pas le seul à le dire, Kitasono Katue le dit, les mots sont les objets les plus... les moins manipulables possibles, c'est les choses les plus... C'est vrai que c'est très restreint. Donc mon idée, c'est élargissement du langage, et élargissement du langage aussi sur... alors c'est pour ça que Jean-Pierre Blatt m'a aidé à ce point de vue-là, de se dire que finalement,
Oui, parce que, en fait, voilà, j'en reviens à la génération de texte. Le problème, c'est qu'on s'est rendu compte que le problème n'était pas la syntaxe, n'était pas la grammaire, que l'ordinateur résout très facilement, mais c'est la sémantique. La sémantique, c'est-à-dire que, pour nous, on bascule dans un autre univers, on peut penser à Philippe Cadic, etc. On bascule facilement, quand on rencontre quelqu'un, par exemple, dans un autre univers, l'ordinateur ne le sait pas. Alors, il faut tout lui dire avec des pancartes. Donc, par exemple, qu'une table, ça repose sur un sol dur, et ça ne peut pas reposer sur de l'air ou sur un nuage, etc., etc. Et ça, pour nous, c'est automatique, mais c'est-à-dire un enfant de 3, 4 ans le comprend, pas l'ordinateur. Donc, le problème, c'est la sémantique. Alors, donc, c'est ça l'idée d'un élargissement de la sémantique, c'est-à-dire, il n'y a pas de raison, l'image peut fonctionner comme une unité sémantique, exactement comme un mot. Voilà. Et à l'infini, c'est-à-dire que, alors une petite séquence vidéo peut fonctionner comme une unité sémantique, de même, un son mis en boucle, par exemple, peut fonctionner comme une unité sémantique. On reconnaît facilement le son d'un oiseau. Alors évidemment, ce que j'utilise, par exemple, c'est le son du bentivi. Le bentivi, c'est un oiseau qui n'existe qu'au Brésil, et donc c'est un oiseau qui ressemble à beaucoup d'espèces qu'on connaît en Europe, mais donc on a le phénomène de reconnaissance, c'est-à-dire c'est un son familier, mais avec un petit décalage qui fait que le son familier, ce n'est pas vraiment le... Voilà, donc c'est ça qui m'intéresse, donc ce genre de son. Alors, ce que je trouve sur Internet, par contre, c'est des sons, parce que toujours cette idée d'élargissement du langage, parce que on s'est rendu compte que la Terre est un rien, dans l'univers, dans les galaxies, etc., etc., donc des milliards d'années-lumière. Et donc, quand la sonde est allée sur Titan, est descendue sur Titan, donc il a enregistré des sons, et ça m'intéresse, et je les ai mis en boucle, et je les ai mis évidemment... alors, des sons qui sont parfois plus durs, alors que là aussi j'ai récupéré, c'est par exemple la chute des corps des Twin Towers, à New York. Et on entend le son des corps qui s'écrasent au sol. Ça aussi, j'ai récupéré ce son. Bon, mais à part cela, c'est plutôt des sons qui sont liés à ma mémoire, à des choses que j'ai vécues, et où on confronte finalement la mémoire de l'ordinateur, qui normalement garde tout, et la mémoire humaine qui est fondée sur l'oubli. Donc, un travail sur ce décalage. Voilà, alors donc ça m'amusait que ce soit justement une station-service, donc personne ne peut imaginer que c'est la plage de Copacabana à Rio de Janeiro, mais c'est la plage de Copacabana, évidemment toujours avec des textes, voilà. Alors, revers, ça c'est, donc évidemment dans ce catalogue, donc il y avait des holopoèmes, donc voilà, revers, c'est un holopoème de Augusto Campos. Alors revers parce que il y a le double sens, le sens rêver en français évidemment, mais ça n'a pas le même sens évidemment en portugais. Alors voilà, ça c'est l'holopoème de Richard Costellanes, qui est le premier holopoème en fait, premier holopoème qui date de 78. Voilà. Donc en fait la production de l'holopoème a été très courte, c'est-à-dire à peu près 15 ans. Donc, mais le premier c'est Richard Costellanes 78. Mais c'est évidemment Édouard Dequin qui a beaucoup développé ce médium. Alors voilà l'holopoème d'Édouard Dequin, Holo, oui, Holo, Olio, oui, l'œil évidemment. Donc il joue sur Holo et le mot brésilien, portugais, Olio, œil. Voilà. Alors il y a des textes évidemment. Ça c'est un texte d'Édouard Dequin avec alors là aussi il y a eu le phénomène de la vidéopoésie avec Enzo Minarelli notamment, donc en Italie. Et alors c'est vrai qu'il y a eu aussi Philippe Boinard s'est lancé dans la vidéopoésie à un certain moment, donc ça fait partie aussi de l'utilisation de technologies autres que celle de l'imprimerie de Gutenberg. Voilà. Donc alors de même que évidemment les Minitel, donc c'était utilisé aussi, donc il y a toute une création sur Minitel. Voilà.
Alors ça, c'est les premières choses donc, que j'ai faites avec l'ordinateur. Donc c'est évidemment uniquement typographique. Voilà, donc il y a eu quelques photos d'écran. Oui, alors, pour revenir à ce problème de date, je dis toujours que j'ai commencé en 83. Alors, évidemment, les gens disent, non, ce que je dis, c'est, en 83, c'était la première manifestation publique, donc journée de la poésie, Jacques Lang, etc., et publication filmée par Gérard Courant, et ensuite l'écran filmé par Gérard Courant. Et ensuite, publication dans Inter 84, il y a eu un numéro sur marathon d'écriture, donc printemps 84, un article où il y a photo et texte, où j'explique la démarche. Donc c'est ce que je dis, c'est-à-dire je ne dis pas que personne d'autre n'a manipulé des ordinateurs avant, évidemment. Mais le problème, c'est quand, pour la première fois en public, donc dans une manifestation publique, quelqu'un a montré un travail de création littéraire à l'ordinateur. Je ne dis pas autre chose. Alors, c'est vrai que, ce qui est connu de Jean-Pierre Ball, c'est aux immatériaux, donc 85, avec Lyotard. Entre parenthèses, j'ai rencontré Lyotard, parce qu'il y a un chercheur allemand qui a fait un travail de recherche sur les immatériaux, l'Expo, et donc il me téléphone et il demande à me voir. Alors je ne comprenais pas très bien, tout simplement parce qu'il avait trouvé mon nom sur l'agenda de Lyotard. Et effectivement, je m'en suis souvenu. Lyotard m'avait rencontré à l'époque, etc. Mais c'est un peu comme quand j'avais 20 ans, c'est-à-dire j'ai fait ça sans penser que c'est que c'était important, et surtout, j'étais complètement isolé, je ne pensais pas que d'autres allaient le faire. Or, effectivement, d'autres l'ont fait, et donc c'est devenu un mouvement international, etc. Mais c'est vrai qu'à l'époque, donc Lyotard savait que je faisais ce genre de choses, et m'a interrogé, et effectivement, dans la préparation des immatériaux. Mais comme tu le sais, c'est Jean-Pierre Valpe qui a pris en main les choses, voilà. Mais il n'y avait pas que l'ordinateur, c'est-à-dire les haïkus, enfin ce n'était pas les haïkus, c'était des ringards de Jean-Pierre Valpe. Évidemment, le Centre Pompidou n'a rien compris, c'est-à-dire que les sorties imprimantes, ils les ont gardées, mais ils ont jeté le logiciel, c'est-à-dire que c'était important de garder la machine avec le logiciel et pas les sorties imprimantes. Enfin, bon, ça c'est un autre problème. Et donc ça c'est avec Director, donc je crois que c'est 2001. Et 48 degrés C minimum, Santa Rus, 46, 408. Donc ça c'est en fait bizarrement à la maison de Roméo et Juliette, ça. Et donc à l'entrée, quand tu passes sous le porche, tu as des graffitis minuscules. Donc ce que j'ai fait, j'ai filmé en gros plan ces graffitis. Et, bon, alors effectivement, j'adore les graffitis. Pourquoi? Parce que c'est du langage, évidemment. Mais très tôt, bien avant le street art, donc j'ai filmé par exemple à San Francisco à l'époque, c'était un parking, donc il y avait des graffitis merveilleux sur les murs en briques, tout ça je les ai. Alors là, évidemment, il y a plus de, comment dirais-je, de typographie, ce qui est normal. Mais c'est l'idée d'un texte qui s'autogénère et qui ne s'arrête jamais. Donc, 170 pieds, Rock Beach, 10 pieds, donc qui fonctionne sur l'aléatoire, ce qui est une façon de rendre. Donc mon idée c'était de nourrir, c'est-à-dire d'avoir des bibliothèques de textes, d'images, de sons qui sont dans l'idéal, qui se rapprocheraient de plus de la mémoire. Donc là aussi, tout à l'heure, on a vu un graffiti. Graffiti que j'ai filmé au Brésil. Donc ça aussi, c'est le Brésil. Voilà. Alors évidemment, ça dépend de... Voilà, c'est des graffitis rouges, graffitis pris au Brésil. Alors ça dépend de l'appareil, c'est-à-dire tant qu'il y aura des images en état de fonctionnement. Ça c'est le bentili, le fameux oiseau du Brésil, donc un passereau, mais
Tape 48 degrés C minimum. 100 euros. Qu'on reconnaît comme un oiseau familier, mais qui n'est pas un oiseau familier, justement. Et c'est ça qui m'intéresse quand il y a ce petit décalage. Et évidemment, Verbi vocovisuel. Donc ça c'est la... Sagittarius A, Jessica ou... Donc ma voix est retraitée, évidemment. Voilà. Voilà. Donc, on termine avec ce catalogue de cette expo Quinquetéroïde Saint-Clair 2002. Donc, l'idée, c'était poésie nouvelle technologie, donc toutes les technologies autres que celles, évidemment, de Gutenberg, l'imprimerie. Alors là, je voudrais préciser une chose, c'est que l'utilisation d'autres technologies vous rend davantage conscience de, disons, de l'impact. Bon, c'est évidemment le fameux livre de McLuhan dans les années 60 sur la galaxie Gutenberg, sauf qu'à l'époque, McLuhan ne connaissait que ce qu'il a appelé, lui, la galaxie Marconi, c'est-à-dire en gros le magnétophone et la radio. Mais pas l'ordinateur, parce qu'à l'époque, les ordinateurs portables, c'est les années 85 à peu près, et donc la réflexion de McLuhan ne pouvait pas se porter le message du médium sur justement ce que permet l'ordinateur. Et d'où ce que j'appelle moi la poésie numérique. Alors même chose pour la poésie numérique, j'avais été très frustré par l'ambiguïté du terme poésie sonore, parce que poésie sonore, ça veut dire que si vous utilisez un micro, vous faites de la poésie sonore. Non, bien sûr, la poésie sonore, c'est lié à un médium qui est le magnétophone, donc qui est apparu dans les années 55 à peu près, et qui a développé tout un mouvement, et donc c'est une autre façon disons, enfin, la réflexion a été celle surtout de William Burroughs sur évidemment le magnétophone, et donc tous les délires de William Burroughs sur le magnétophone. Et donc la réflexion est à reprendre, c'est-à-dire celle de McLuhan n'a jamais été autour de l'ordinateur, donc la réflexion est à reprendre. Et j'étais très frustré par l'expression poésie sonore, parce que effectivement le terme exact, c'est celui qu'a employé Dufresne quand il parle de poésie exclusivement sonore. Donc déjà c'est plus précis, et évidemment lié à l'existence du magnétophone et d'un bande magnétique, la possibilité d'enregistrer la voix, de la travailler, de trafiquer et de l'extérioriser surtout. Et donc je ne voulais pas que la même chose se passe pour la poésie numérique. Et effectivement, quantité de termes ont été employés, donc, notamment poésie électronique, qui n'est pas très bon, l'émission sur Trax, alors ça c'est aussi une autre histoire qui est très amusante. Donc avoir réussi à voir une émission sur Trax sur la poésie numérique, qu'ils ont appelée cyberpoésie, pourquoi pas, avec un japonais qui n'était pas invité, mais bon, moi j'avais proposé Édouard de Cac et ils ont pris un japonais parce que Édouard de Cac était déjà passé sur Arte Trax, et ils ont comme principe de ne jamais reprendre deux fois la même personne. Mais quand même, je trouve que c'était assez amusant de se retrouver sur un sujet ultra confidentiel, de se retrouver dans une émission sur Arte, voilà. Et donc, moi j'ai voulu imposer le terme poésie, pas digitale, parce que le terme poésie digitale qui était aussi utilisé était évidemment le terme anglo-saxon, donc c'était pas bon, et donc poésie numérique. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait en 2002, ils ont fait passer ça quand même au mois d'août, j'étais assez copain avec le directeur de rédaction de Art Press à l'époque, Kim, et donc il a fait passer le manifeste, je voulais faire un manifeste, et j'ai fait passer le manifeste, donc c'est passé au mois d'août, mais c'est passé. Donc il y a eu un manifeste pour la poésie numérique, paru dans Art Press, pour imposer le terme, et où je faisais aussi un texte théorique qui est repris dans le livre Poésie numérique en pure data de 2017, et donc
la deuxième chose pour imposer le terme, ça a été la chronique. Quand la revue CCP du CIPM s'est créée, j'ai demandé dès le numéro 0 qu'il y ait une chronique de poésie numérique qui s'appelait au départ poésie électronique. Donc, mais je parle de poésie numérique dès le numéro 0. Et alors ça, toutes ces chroniques ont été reprises dans ce livre, Chronique de poésie numérique, quand la revue CCP s'est arrêtée, donc Pressurel aussi. Et donc là, il y a toutes les chroniques, et donc dès le numéro 0 jusqu'au dernier numéro. C'était en 99, le numéro 0, et 1999. Et le terme poésie numérique apparaît, mais disons que je l'ai employé à partir de la deuxième chronique. Donc ça s'est appelé Chronique de poésie numérique. Et c'était une façon, pour moi, d'imposer le terme. Et finalement, il s'est imposé. C'est-à-dire que quand, par exemple, Édouard Lecaque a fait son livre Oedipus Potax, après il a eu droit à une année sabbatique et qui a été financée par le festival du Val-de-Marne, et donc une bourse, année sabbatique et bourse en plus. Et donc il a sorti ce livre, et dans ce livre il parle de poésie numérique. Alors à partir du moment où quelqu'un d'autre que moi utilise ce terme indépendamment de moi, sans savoir, enfin peut-être oui, lui, mais je pense que non. Mais donc le fait d'avoir cette chronique et une revue qui paraît 2 fois par an pendant plusieurs années a imposé plus ou moins, je pense, le terme de poésie numérique, c'est-à-dire qu'on l'emploie sans penser que quelqu'un a fait a essayé de l'imposer. Mais c'est vrai qu'au moins le terme n'est pas ambigu. C'est-à-dire on pense toujours que la technologie, que l'outil, la technologie, ce n'est rien. Et donc, parce qu'il y a toujours cette idée de... alors, ça, c'est un des pièges, justement, de la typographie. C'est une mise en avant du mot à l'exclusion de tout le reste. Or, quand même, on sait depuis que la première chose que les hommes ont fait, c'était des images. Donc, il y a 30 000 ans, 45 000 ans. Donc, la première chose qu'ils ont fait, c'est des images, et des images d'animaux. Bon, voilà, très bien. C'est ce qui les entourait, leur entourage. Et un artiste, comme le dit très bien Ezra Pound, c'est l'antenne de la race. C'est-à-dire qu'il est sensible à son époque. Et donc, ce qu'il fait reflète son époque. Donc, aujourd'hui, on est dans la technologie, et donc, évidemment, mais on fait comme si ce n'était pas un objet de réflexion. Et c'est là où il y a le piège, je dirais, de la typographie. C'est-à-dire que, quelque part, la typographie, surtout avec le caractère latin, qui est un caractère abstrait, c'est-à-dire pas un idéogramme, donc cela renvoie à une idéalisation. C'est-à-dire qu'un monde des idées, c'est la fameuse caverne de Platon, liée aussi à l'écriture qui existait déjà à l'époque de Platon et que Platon critique dans la République. Donc l'idée que cela fonctionne abstraitement. Ben non, justement non. Et c'est là où c'est intéressant, donc comment dirais-je, l'utilisation de technologies autres que celle de l'imprimerie fait que l'on réfléchit sur toutes les conséquences, contraintes de l'imprimerie. Et c'est une des choses intéressantes que j'ai prolongée, enfin, en tout cas j'espère, par rapport à... Bon, je sens... McLuhan était un pionnier et quelqu'un de très important, mais un peu tombé en désuétude, et j'ai repris un petit peu sa réflexion, le médium du message, mais même si c'était le médium du massage, enfin, bon, il y a tout ce jeu de mots entre message et massage, la typographie, c'est une grille de lecture.
quand on regarde une page imprimée, c'est une grille. Mais en fait, c'est effectivement une grille, c'est-à-dire quelque chose qui vous emprisonne. Le fameux poème de Baudelaire sur Spleen, la véritable lecture à en faire, c'est ce qui est mis en avant, ce sont évidemment la grille qui est, disons, l'impossibilité de sortir, de faire quelque chose de plus large que ce qui est permis par cette grille de lecture. Voilà. Et d'ailleurs, tous les poètes à la fin du 19e ont rêvé d'en sortir, aussi bien donc Rimbaud avec le sonnet des voyelles, évidemment, donc Baudelaire à travers les correspondances, le sonnet des correspondances, Charles Gros, et on pourrait multiplier les exemples, et évidemment le coup de dé de Mallarmé, qui quand même, ce qu'on oublie toujours, c'est que le coup de dé de Mallarmé, c'est l'image d'un naufrage. Et alors, question de savoir de quoi est-ce le naufrage, évidemment. Et pour moi, c'est clair que c'est le naufrage de la limite au-delà duquel on peut, qui est imposée par la méthode typographique, par disons, la technologie de la typographie, qui crée une limite qui ne peut pas être dépassée et qui vous enferme, qui vous bloque, etc. Aussi, ce qui est très beau dans Mallarmé, c'est bon, tant pis, on parle du 19e, pourquoi pas. Ce qui est très beau dans Mallarmé, c'est le signe, donc la mort du cygne, le signe sur les temps gelés, le bel aujourd'hui, etc. Mais le signe, évidemment, nous, on le lit signe, non pas C-Y-G-N-E, mais signe S-I-G-N-E. Évidemment, c'est le signe de langage qui est gelé à travers la typographie. Et donc, donc tous les poètes, les grands poètes à la fin du 19e ont réfléchi sur ce carcan qu'était justement le langage typographique. Et ce que permet l'ordinateur, c'est justement d'en sortir, c'est-à-dire d'avoir accès à deux sens, c'est-à-dire le sens de l'ouïe, les deux sens principaux, la vue et l'ouïe. On pourrait aller au-delà, évidemment, ça c'est la tentative de notre ami Édouard de Cac avec l'Aroma Poetry, donc où il crée une odeur, mais le problème, évidemment, c'est que l'odeur s'évapore, et même s'il a réussi à trouver travailler avec le laboratoire du Collège de France pour trouver une technique qui permet à l'odeur de s'évaporer très lentement, malgré tout, mais c'est très beau l'idée de faire un poème où il y a une page et le contenu de la page c'est une odeur. Odeur qu'il a créée, c'est-à-dire qu'il explique que ce n'est pas un parfum, c'est une odeur qu'il a créée. Et voilà, donc mais c'est vrai qu'on devrait écrire avec les quatre sens, pas cinq sens, parce qu'on sait que le sens du goût et de olfactif, c'est le même nerf, mais on devrait faire avec tous les sens. Mais au moins les deux sens principaux, la vue et l'ouïe, c'est ce que permet l'ordinateur. Donc ce que Augusto Campos appelle verbivocovisuel, qui est un terme qui est inventé par Joyce, dans James Joyce, donc dans le Finnegan's Wake, et c'est très intéressant, c'est-à-dire que lui aussi, James Joyce a essayé d'aller à l'extrémité de ce qu'il était possible de faire avec le langage typographique, donc une tentative, comment dirais-je, et il emploie ce terme de verbivocovisuel qui a été repris par les Brésiliens du groupe de Gandrés et qu'ils ont essayé d'illustrer. Voilà. Alors, c'est ouvert. Alors, donc il y a deux problèmes. C'est le problème de la conservation, donc étant donné que c'est lié à des appareils et à des logiciels, etc. Donc, c'est un problème à résoudre d'une façon ou d'une autre. D'où l'idée dont on a discuté d'un site qui permettrait qui serait plus spécialisé en fait sur la poésie, c'est-à-dire donc pas seulement on peut élargir, mais quand même qui permettrait de pérenniser les choses. Et aussi, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai fait la revue Celebrity Café, même si, évidemment, dans le comité de bureau, il y a Jean-François Bory et Sarah Cassanti, mais c'est vrai que c'était au départ mon idée, et le titre, c'est moi qui l'ai
proposé et qui a été choisi de parler des gens célèbres, pas au sens médiatique, mais dans l'autre sens, c'est-à-dire, voilà. Mais c'était une façon de prolonger le livre Poésie expérimentale, zone numérique, et de faire des recherches, par exemple, dans un dernier numéro de Célébrité Café sur Lillian Lynch, grâce à une interview d'Edouard de Quinck. Donc il travaille. Alors c'était la même chose, c'est-à-dire machine poème, d'accélérer le texte. Donc avec des machines et se mettre des fragments sur une pyramide, un cône ou un cylindre, et de faire tourner le cylindre. Et donc on a une vision fragmentaire, différente et dynamique du texte. Mais c'est toujours le même problème, c'est-à-dire de sortir du carcan de la prison du texte typographique figé pour l'éternité, etc. Alors évidemment, on ne pense pas en ligne, c'est-à-dire qu'on ne suit pas, la pensée ne va pas de gauche à droite et de haut en bas en suivant une ligne. Ce qui est imposé par l'écriture typographique, évidemment la pensée est dans tous les sens, donc les neurones, etc. Donc c'est une pensée qui est plutôt constamment en mouvement, et donc l'idée c'est d'essayer de trouver un langage qui soit au plus près de la réalité, du fonctionnement réel de la pensée du cerveau.